Bonjour, alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence Boreas. Donc, je me présente, Julie Morin-Riva, je suis coordinatrice du groupe de recherche sur les environnements nordiques Boreas. Et ce soir, ou ce midi, pardon, moi c'est le soir, j'ai le plaisir de recevoir George Toons, qui est le réalisateur du film The Blinding Sea, que vous avez vu aussi cette semaine. Donc, voilà, je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente. Merci Julie. Alors, il me fait très plaisir de participer à cette conférence à l'Université du Québec à Rimouski. Et c'est une ville que je connais assez bien pour avoir été plusieurs fois dans la région du bas du fleuve. Et puis, j'ai même fait des voyages sur le Saint-Laurent à partir de Rimouski. Euh, je suis artiste historienne. Alors, ça veut dire que non seulement je peux euh, mobiliser toutes mes connaissances et connaissances en méthodologie historique pour avoir fait un doctorat en histoire à l'Université McGill. Mais aussi, je suis artiste. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui a le goût de créer, de façonner, de former, de faire des recherches et de tout faire en sorte qu'une œuvre d'art sorte de mes recherches et soit accessible pour des spectateurs comme vous-même. J'ai fait beaucoup de journalisme, donc peut-être que mon départ du journalisme me laissait un peu chagriné. J'aimais bien faire des documentaires de la radio, de Radio-Canada, CBC, la BBC en Angleterre, en Bretagne, à la radio publique aux États-Unis. J'ai appris certaines techniques à ce moment-là. Je me suis converti en directeur général d'une association médicale. Et en fait, pendant ce temps-là, j'ai fait une année au troisième cycle en sciences médicales à Oxford. Et même en restant à Montréal, c'était du sport. Mais après ça, j'ai enseigné à l'université Athabasca pendant plusieurs années. Comme vous savez, peut-être, c'est une université essentiellement à distance, située dans le nord de l'Alberta. Et en jouant avec la plateforme Moodle pour offrir des cours en ligne, j'ai commencé à apprécier l'importance de l'image pour, comme on dit, une image vaut 1000 mots, pour transmettre, pour stimuler, provoquer des échanges avec les étudiants au deuxième cycle que j'avais. Et je me suis dit finalement, pourquoi pas faire un film? Alors, en tant que journaliste, j'avais souvent fait des reportages sur les Inuits dans le Grand Nord canadien et j'ai souvent eu l'impression que on était dans une région considérée comme périphérique. Ça veut dire que les grandes chaînes, CBC Radio-Canada, n'acceptaient pas que je fasse des reportages sur des déportations de communautés inuites. Aujourd'hui, bien des années plus tard, tout le monde le sait, ça a eu lieu. Il y a eu des communautés entières qui ont été plus ou moins déportées du Nouveau-Québec vers l'archipel arctique. Mais à l'époque, j'ai commencé à faire des reportages à la BBC sur ces sujets-là. Et la BBC m'a donné la voie libre pour faire beaucoup d'enquêtes comme journaliste freelance. En faisant des études en histoire et philosophie des sciences, je me suis posé souvent la question, c'est quoi déjà la science? Comment est-ce qu'on valide le savoir scientifique, une hypothèse, des observations? Pourquoi est-ce que certaines catégories de connaissances, par exemple des connaissances qui relèvent peut-être de la sagesse populaire en Scandinavie ou même au Québec ou au Nunavut, sont comme écartés du revers de la main comme étant non scientifiques. Et CBC Radio, donc le réseau de radio, le réseau anglais de la radio de Radio-Canada, m'a envoyé sur un brise-glace, le Amundsen, en mer de Beaufort il y a quelques années. Mon gendre m'a dit, George, tu n'as pas le droit d'aller sur ce navire sans apporter une caméra achetée et je t'interdis d'y aller, sinon ça ne vaut rien ce que tu fais comme démarche.
J'ai fait des reportages pour Le Devoir à l'époque sur le voyage et j'ai fait aussi un documentaire d'1 heure pour la radio de CBC. Mais j'ai commencé à filmer et j'étais très intrigué par le personnage d'Amundsen. On voyait ici et là, dans les corridors du navire, et en montant l'escalier, juste en bas de la timonerie, le portrait d'Amundsen, de Roald Amundsen. Je me suis dit, c'est quand même un personnage curieux. Comment ça se fait que qu'un navire canadien porte le nom d'un explorateur norvégien qui n'est pas si bien connu chez nous que ça? Ensuite, j'ai demandé à Madame le commandant, du marchand du navire, si je pouvais aller à terre et interviewer les Inuits. Et elle a dit, c'est hors de question, on ne peut pas vous laisser prendre l'hélicoptère comme ça, c'est bien trop dangereux. Et si jamais on n'arrive pas à revenir vous chercher à cause de tempête, vous allez vous trouver abandonné sur l'île Banks et puis ça vaut pas la peine. Alors, CBC m'a renvoyé d'autres fois au Nunavut, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, en été. Et j'ai commencé à faire le tour de village et à récolter, à recueillir des histoires orales, des traditions orales chez les Inuits. Et j'étais fasciné d'apprendre que une femme, c'est sûr que j'avais lu le récit d'exploration d'Amundsen, mais je n'avais pas trop porté l'attention à la question. Une femme du nom de Kudliok, ou comme disent les Inuits, Kudliok, avait connu Amundsen en 1903, 4, 5 à Johaven, au Nunavut. Et en fait, elle lui avait demandé de se marier avec lui. Elle voulait se marier avec lui. Et les descendants de cette femme se souviennent encore de la relation d'amitié qu'elle a eue avec Amundsen. Dans un contexte de film sur Netflix, on veut souvent érotiser ces histoires-là et imaginer toutes sortes de scénarios. En fait, ça ne m'intéressait beaucoup moins, cet aspect-là, de si vous avez eu des relations sexuelles et comment le savoir plus d'un siècle plus tard, que le fait que les deux jeunes personnes, Amundsen et Kudliok, se sont connus, ont développé une amitié entre eux, et sans doute qu'en apprenant les techniques de survie, d'alimentation, de comment se loger, comment s'habiller. Amundsen a tout de même passé 2 ans chez les Inuits à faire son apprentissage. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé et quelque part les Inuits lui faisaient confiance à Amundsen. C'est quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un qui a cherché à s'approprier le savoir des Inuits tout en prenant tout le crédit pour ce savoir. C'est quelqu'un qui, toute sa vie durant, a respecté le cadeau que les Inuits lui ont fait de lui montrer comment faire. Alors là, j'ai commencé petit à petit à me dire, mais j'ai déjà ce que j'appellerais le début d'une vraie histoire. J'ai commencé donc à fouiller et grâce à des amis à l'Université Cambridge en Angleterre, j'ai eu les coordonnées de la famille Amundsen en Norvège. Je suis allé les voir et j'ai bâti l'histoire petit à petit comme ça. Je me suis dit, il faut trouver tous les descendants possibles, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-arrière-petits-enfants, les petits-neveux, les petits-nièces, des explorateurs de l'époque. Mais dans le contexte européen, et je dirais dans le contexte du sud du Canada, des États-Unis, un explorateur est avant tout un homme, donc pas de femme, et un homme blanc de race. Bon, on ne dit pas ça comme ça, d'origine, disons, européenne. Ça veut dire que le mot explorer recouvre évidemment voyager dans des conditions souvent difficiles pour découvrir de nouvelles terres, de nouvelles occasions, de nouvelles mers. Et je me suis dit, quelque part, les Inuits aussi sont des explorateurs. Je vous donne une analogie pour vous expliquer pourquoi je dis ça. Si on pense que l'histoire de Kiviuk, le chaman héros légendaire des Inuits, se raconte entre la Sibérie, l'Alaska, le nord du Yukon, le Nunavut, le Nunavik dans le nord du Québec et au Groenland,
ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont beaucoup voyagé pour qu'une histoire comme ça se transmette. Je ne sais pas si cette histoire remonte à il y a 5000 ans et miraculeusement, tout le monde s'est souvenu de l'histoire pendant 5000 ans. Ça me semble peu probable. Il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup d'exploration chez les Inuits aussi. Alors, Julie va certainement me demander pourquoi j'ai fait ce film. J'ai fait ce film parce que j'étais comme enragé. Enragé parce que euh, la façon conventionnelle de raconter l'histoire de l'exploration polaire, quelque part, exclut systématiquement euh, l'apport, le point de vue, la façon de concevoir l'univers, le paradigme du savoir des Inuits. Et je voulais y remédier en faisant ce film, non pas dans un geste de colère, parce que en ayant été journaliste, j'ai souvent vu des gens dénoncer le racisme avec colère et même véhémence. Je voulais faire un film beaucoup plus positif qui offre un modèle de compréhension interculturelle où les gens arrivent à se comprendre malgré les différences de langue et de culture et arrivent à s'entendre. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai fait le film. Ça m'a demandé plusieurs années de recherche et beaucoup d'enjeux, commotion cérébrale, quelques accidents, quelques risques aussi, des risques de vagues scélérates sur l'océan austral, le risque de tomber dans une fente creusée entre la banquise sous l'influence de marée. Mais aussi, je me souviens d'une fois où je me suis un peu trop approché de troupeaux de bœufs musqués. C'était la saison du rut et j'ai dû m'enfuir en courant pour me cacher derrière des rochers parce que, évidemment, quelques-uns les bœufs, n'étaient pas très contents de ma présence. Peut-être qu'ils trouvaient ça menaçant. Amaury, vous voulez intervenir? Non, je suis désolé, j'ai fait une fausse manip, c'est parce qu'en fait, je suis l'oreille tendue sur mon baffle parce que j'ai un problème avec l'autre et donc, ben, je suis désolé. Enfin, Pas de c'était souci. très intéressant, mais je me bats pour mieux entendre. Vous battez pour Désolé. la technique. Exactement. Voilà. Euh, Merci Georges pour cette petite ouais, cette introduction du pourquoi, du comment et, sur votre parcours. Moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est est-ce que justement vous aviez déjà dire des connaissances ou dire déjà des a priori positifs sur justement toute cette culture autochtone qui n'est pas toujours couverte par les films, les documentaires, les reportages. Et si vous aviez déjà travaillé sur ces sujets-là avant d'en venir à faire votre film. En fait, oui. Depuis les années 80, j'ai couvert beaucoup d'événements concernant les Autochtones, surtout les Inuits, des projets de gaziers dans le Grand Nord, des projets pétroliers, des projets de mines. J'ai fait beaucoup de voyages au Labrador, au Nouveau-Québec, surtout dans la péninsule du Niagara, dans l'archipel arctique aussi, pour couvrir des événements chez les Inuits, pour faire des reportages, des documentaires sur euh, leur mode de vie qui m'intéressait tellement. Et une des personnes, je me suis servi de personnes clés comme focus group en cours de route en faisant le film. J'ai montré une version un peu plus moins élaborée à Mary Simon, qui a été un des grands leaders politiques chez les Inuits des années 90 et 2000. Et elle m'a dit que, en fait, le film établit comme jamais auparavant le rôle des Inuits dans l'exploration polaire.
et euh, montre l'importance pour Amundsen d'avoir gagné la confiance des Inuits et d'avoir fait, contrairement à beaucoup d'autres explorateurs, d'avoir fait attention à son alimentation, à tout le savoir ancestral des Inuits concernant la construction des loups, concernant l'habillement approprié, concernant les techniques de traîneau à chien. Évidemment, c'était fondamental pour Amundsen d'avoir fait ça. Et si on regarde l'époque d'Amundsen, qui était dans le Grand Nord canadien entre 1903 et 1906, c'était une époque où il y a eu énormément de maltraitance des Inuits, de manipulation par des capitaines de baleiniers, par des explorateurs, par des missionnaires aussi sans doute, par la compagnie de la baie d'Hudson qui a comme transformé le milieu naturel en favorisant la chasse à certaines espèces clés et aux dépenses des autres. Et quand on pense que lorsqu'on a organisé l'exposition universelle de Chicago, par exemple, au milieu des années 1890, il y a eu des promoteurs qui ont fait des enlèvements d'Inuits sur la côte du Labrador et qui ont emmené ces gens à Chicago où ils ont attrapé des maladies et puis ont été renvoyés chez eux au Labrador après avoir été exposés comme créatures naturelles, des naturels, des indigènes pour le plus grand profit de l'exposition. Et ça crée des épidémies au Labrador par la suite. Il y a eu beaucoup d'événements comme ça, non seulement de surchasse des baleines dans le Grand Nord, mais aussi l'exploitation de la fourrure et l'exploitation des personnes, surtout des femmes. Amundsen n'était pas du tout comme ça. Et c'est ça qui m'intriguait dans cette histoire. C'était pour moi, si vous voulez, un point de départ pour comprendre un peu plus le monde des Inuits. Et j'ai été très, très favorablement accueilli par les Inuits, par un clan, en fait, qui a tout fait pour me montrer et avec combien de fierté tout ce que les Inuits conservent aujourd'hui comme connaissance de la nature. Et comme vous avez vu dans le film, il y a un bonbon, une scène bonbon qui dure 4 minutes où on construit une église. Il y avait même un petit chien esquimau noir un chiot qui sautait de bloc en bloc et jappait des fois pour nous montrer à quel point il était content. Ça a été une très belle expérience, en fait. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Parce que moi, j'en ai plein, hein, mais moi, j'en avais une autre. Ah, pardon, c'est ça, moi, je voulais. Oui. Il y a quelque chose, et souvent, des gens me disent, même si le film, je l'ai terminé, je l'ai complété le 1er juillet, il y a eu la première aux États-Unis il y a quelques semaines, les gens me demandent comment est-ce que tu as fait pour financer ce film. Et puis, bonjour Cécile. J'aurais aimé avoir des financements, des instances de financement comme la SODEC ou la CAQ ou le Conseil des arts Télévision Canada, mais tout le monde au Canada m'a dit non parce que vous manquez d'expérience, vous n'êtes pas capable de faire un film et d'ailleurs le sujet n'est pas suffisamment canadien. Et bon, que je n'ai pas assez d'expérience, ça je comprends. J'ai acquis l'expérience en cours de route et puis c'est un film assez bien et qui se tient et je l'ai fini et puis date, tout le monde qui a pris le temps de regarder trouve ça assez intéressant. Mais que le sujet soit considéré comme non canadien, ça veut dire que les Inuits, encore une fois, sont comme des êtres périphériques en marge de la vraie société canadienne qui se trouve dans le sud du Canada. Bon, c'est pas grave. J'ai fait face à des pressions aussi venant d'autres pays. Par exemple, en projetant le film sur le campus de l'Université du Vermont il y a quelques années, une ébauche du film, parce que j'ai fait ça comme dans une démarche publique pour avoir de plus
de commentaires, de feedback possible. Il y a une dame qui s'est levée et a dit qu'elle avait fait des études à l'Université de Cambridge et que c'était honteux que je montre toutes les faiblesses de Scott et toutes les forces d'Amundsen, et que si jamais j'avais pris moindrement la peine d'aller à l'Université de Cambridge, on m'aurait mis sur le bon chemin. Mais j'ai dit, madame, en fait, j'ai fait 2 conférences, j'ai donné 2 conférences à l'Université de Cambridge en cours de route, et tout le monde semblait à l'aise avec ma démarche et avec la perspective que je développe dans le film. Mais aussi, quelque part, je ne suis pas responsable de la catastrophe de l'expédition de Scott, Robert Falcon Scott, qui est venu en 2e, qui est arrivé au pôle sud en 2e, et aussi, et lamentablement, a échoué, est mort de famine. C'est pas moi qui invente. Et quelque part, il faut sans doute respecter ce que Scott a accompli, mais il faut être réaliste. C'est comme une expédition catastrophique. Et j'ai fait face aussi à des pressions en Norvège. Il y a le président du conseil d'un grand musée norvégien qui m'a, comment dire, un Québécois qui m'a blasté au téléphone. Il avait regardé mes broches du film. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit de dire que les Inuits aient appris à Amundsen quoi que ce soit. Mais non, c'est Amundsen qui a pris la peine d'aller chez eux et d'observer tout ce qu'ils ont fait, mais vous n'avez pas le droit de prétendre que les Inuits étaient là pour apprendre quoi que ce soit, pour enseigner Amundsen, notre grand héros national. Et je dis, mais attendez, tout ce que nous savons du parcours d'Amundsen, de son séjour au Nunavut, démontre qu'il y a eu beaucoup d'échanges et que Amundsen a aussi appris des choses aux Inuits, comme comment faire du ski, comment tirer une carabine. Mais les Inuits ont certainement appris des choses à Amundsen. Non, il ne faut pas jouer avec les mots. Alors, j'ai fait face à quelques pressions comme ça. Il y a eu quelques pressions aux États-Unis également, mais c'est pas grave. Mais j'ai voulu développer un récit qui sorte du commun, qui suive pas les mêmes conventions que beaucoup d'autres récits. Et c'est un peu pour ça que je mets dans le film des scènes comme est-ce que Amundsen était réellement, est-ce qu'il aurait pu être Napoléon si jamais il était devenu le pays plus important que la Norvège? Mais non, il faut accepter que Amundsen était norvégien. On n'a pas besoin de fantasmer de ce qu'il aurait pu être s'il avait été français, je ne sais pas, allemand, russe, japonais. La Norvège aussi est un pays polaire et une grande partie de la réussite d'Amundsen s'explique par le fait qu'il soit norvégien, né dans la neige, pour ainsi dire. C'est du moins ce qu'on dit chez nous au Québec. C'est quelqu'un qui venait d'un pays nordique, qui était descendant d'une culture scandinave millénaire. Les gens pratiquaient le ski déjà depuis 5000 ans. Voilà, je sais. Alors, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'Amundsen, finalement, c'est un précurseur de ce que pourrait être l'exploration ou la recherche nordique. En utilisant les savoirs autochtones, parce que là, c'était décrié à son époque, ça l'est encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement un peu d'être un passeur de témoin, de relais de ce qu'a fait Amundsen, ce que vous faites en montrant l'importance des savoirs autochtones inuits, et puis de comment nous, on devrait, en tant que chercheurs, travailler plus en collaboration avec ces populations? C'est une très bonne question. Je me souviens d'une fois, je faisais la chasse au caribou. Non, je participais à une sortie de chasse au caribou parce que je n'avais pas le droit de tirer le caribou moi-même. Et l'Inuk avec lequel j'étais, on était à 4 pattes, dans la neige, quelque part au nord de Kuujjuaq. Et il m'a dit, regarde, là-bas, à l'horizon,
Voyez-vous? Et vois-tu, il y a plein de caribous. Moi, je regardais, je me frottais les yeux, j'essayais de voir à travers, je ne savais pas si je regardais quelque chose à 1 mètre ou à 6 mètres ou encore à 500 mètres ou à 10 kilomètres. Je n'avais aucune idée. J'étais désorienté, je n'avais pas de point de repère. Je ne voyais pas toutes ces nuances, je ne distinguais pas les nuances de gris, de blanc, de neige étincelante. Et finalement, je me suis dit, mais non, c'est une pellicule sur mes yeux qui se promènent. Je vois rien, absolument rien. Et finalement, on s'est approché, puis on a vu qu'il y avait quelques centaines de caribous à cet endroit-là. Les Inuits sont, pour moi, des gens qui sont fins observateurs. Je n'ai jamais rencontré des gens aussi observateurs. On sait que l'observation fait partie intégrante de la démarche scientifique. Mais j'ai souvent été dans des situations, j'ai souvent été témoin moi-même de cas où les scientifiques se levaient même contre les Inuits dans des séances, des auditions pour des projets pétroliers ou gaziers, par exemple, et qui disaient, nous avons les chiffres, nous avons la méthodologie et vous avez tout, seulement ce que vous avez remarqué de façon anecdotale chez vous, puis là. Et puis les Inuits répondaient, vous avez récolté vos statistiques pendant quoi? Un week-end? Est-ce que vous avez déjà vécu un hiver chez nous? Sinon, vous ne pouvez pas prétendre que vous pouvez bâtir de super méthaniers brise-glace et les faire naviguer chez nous en toute sécurité en toute saison. S'il y a des crêtes de glace qui font, je ne sais pas moi, 10 mètres d'épaisseur, vous ne pouvez pas prétendre faire votre projet en sécurité. Alors, j'ai vu moi-même qu'il y a souvent un conflit entre le savoir ancestral. Le savoir ancestral des Inuits, d'après moi, se transmet beaucoup par démonstration pratique. Comme vous avez vu dans le film, on bâtit l'igloo ensemble. Et il y a tellement de compréhension de la géométrie quand on bâtit l'igloo, mais ça se transmet en faisant un travail pratique et en demandant aux fils, aux petits-fils, de regarder très attentivement comment on découpe des blocs de glace. Chaque morceau a une forme complètement distincte. Il y a certainement un fossé, si vous voulez, entre ce savoir, si vous voulez, populaire ou ancestral et la science. Mais ce fossé existe depuis le début de la colonisation. Par exemple, le père Lafitau, au début du 18e siècle, qui était missionnaire jésuite à Kahnawake, près de Montréal, il notait déjà que les Iroquois de son temps étaient des observateurs extraordinaires qui passaient dans la forêt autour de Kahnawake, en Montérégie, sur la rive sud de Montréal, et goûtaient à chaque feuille et à chaque fleur en notant les propriétés et en attendant de voir les effets sur la santé. Il disait en fait que les Iroquois, même avec une culture non littéraire, avec une culture orale, étaient capables d'appliquer des méthodes et de faire des observations systématiques, de développer des hypothèses et de les tester, sauf que les Iroquois en discutaient entre eux par la suite, où ils veillaient à ce qu'il n'y ait pas trop d'effets nocifs quand on consommait telle plante. Ce fossé continue à exister. Je constate que le fossé existe. Je n'ai pas de solution. Je voulais, avec ce film, montrer comment quelqu'un de bien motivé comme Amundsen, après avoir vécu la quasi-catastrophe de l'expédition de la Belgica, après avoir vu que tout le monde mourait de scorbut, Amundsen a décidé volontairement d'aller chez les Inuits pendant plusieurs années pour apprendre chez eux. Puis, c'est ça que ça a donné.
profite. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le film, sur la recherche autour du film, sur Amundsen? Moi, j'ai une question pour, Oui. attends, pour Joël, Ariane, Cécile ou encore Amaury. Comment avez-vous trouvé le film? Est-ce que ça vous a cherché quelque part? Est-ce que ça rejoint les sujets de recherche qui vous intéressent? Pourquoi est-ce que vous avez regardé le film? Donc, moi, je vais commencer. Ben, en fait, moi, je ne suis pas du tout dans la recherche. C'est vraiment totalement de la passion euh, pour tous ces pays du Nord et ces peuples. Et aussi, bah, la vidéo, en fait, je l'ai trouvée par Facebook, enfin, j'ai par le lien. Et bah, tout de suite dans la vidéo, je me suis senti un peu concerné parce qu'il y avait des Belges et un bateau, le Belgica. Donc c'est vrai que ça m'a tout de suite un peu plus appelé, on va dire. Et j'ai été assez impressionné en fait de voir, d'apprendre tout ça par les petits-enfants et qui, eux, ont dû avoir des histoires comme on peut entendre par nos grands-parents, mais eux les ont eu comme ça, quoi. Je veux dire, ça a dû être fou pour eux aussi. Et moi, j'avais aussi une question, c'était parce qu'on voit dans différentes parties du monde que les peuples sont un peu amenés à perdre tous ces savoirs et tout. Et je voulais savoir si pour les Inuits, c'était aussi comme ça qu'ils n'auraient plus un avenir très long et qui malheureusement, ces secrets pourraient venir à disparaître, quoi. Pas ces secrets, mais c'est tous allez, tous, enfin oui, tout ce mode de vie, quoi, complet. Oui, c'est une très bonne question. Merci, Amaury. Euh, alors, quand on regarde ce qui s'est passé aux Inuits surtout pendant le 20e siècle, on s'aperçoit que la présence du gouvernement fédéral s'est imposée très graduellement. Et à l'époque du capitaine Bernier que je mentionne dans le film, euh, il s'agissait des premiers contacts réellement pris entre des représentants du gouvernement fédéral. Le Bernier était plus ou moins fonctionnaire. Ses rapports sur ses voyages sont des rapports de fonctionnaires. C'est pas des grandes épopées dramatiques. C'est pas très intéressant à lire. Il fait des observations assez justes. Et il avait peur qu'on exploite les Inuits, qu'on se serve d'eux simplement comme auxiliaires et qu'on les chasse plus ou moins de leur territoire. Et il tenait à ce qu'on les traite avec respect. Mais il y a eu par la suite toute une culture au niveau des gouvernements, sans doute du gouvernement du Québec de l'époque aussi, vis-à-vis de ces territoires dans le Grand Nord québécois, de vouloir assimiler les Inuits. Et ça veut dire séparer les familles pour envoyer les enfants dans des écoles résidentielles très, très loin de chez eux, où non seulement ils se feraient malheureusement battre s'ils parlaient l'inuktitut, leur langue natale, mais aussi où ils étaient encouragés à devenir comme de bons petits blancs du Sud. Ça veut dire parler l'anglais, rompre les contacts qu'ils avaient avec la terre et la mer, ce qui est primordial pour les populations autochtones, et tout apprendre pour être des citoyens modèles. Par la suite, le retour de ces jeunes a été extrêmement difficile et douloureux. Et je connais des gens, j'ai fait des interviews même aux années 80 de gens qui avaient été dans les écoles résidentielles et qui m'ont dit, ah, vous faites ça pour CBC, ben, hey, voyons donc, pour Radio-Canada, vous faites des reportages chez nous.
Mais ma sœur, elle est prête à vous parler, mais il faut que l'entrevue soit en langue inuktitut parce qu'elle a juré, après toutes les violences qu'elle a vécues dans l'école résidentielle, qu'elle a juré de ne plus jamais parler un seul mot d'anglais. Elle ne parlait pas français non plus. Mais j'ai dit, ben, c'est correct, mais on a aidé à formuler des phrases en inuktitut et ça donnait des entrevues extrêmement intéressantes. Mais l'assimilation, ça veut dire euh, créer une brèche entre quelqu'un et sa terre natale, entre son espace culturel, entre lui-même et ou elle-même et sa famille. Souvent, quand les jeunes revenaient de l'école résidentielle, ils n'avaient plus de langue commune avec leurs parents. Imaginez à quel point c'était difficile de se faire comprendre. Ils avaient perdu le lien avec la terre et la mer et ils ne connaissaient pas les techniques de chasse, de pêche. Alors, c'est quelque chose de très éprouvant. Par la suite, il y a eu toute une campagne menée par la GRC pour détruire la population des chiens esquimaux. Supposément qu'il y avait des problèmes de rage chez les chiens esquimaux, ce qui était fort possible. Mais est-ce que c'était vraiment la peine de détruire tous les chiens esquimaux? Ça veut dire qu'à ce moment-là, les Inuits perdaient un moyen de transport primordial pour aller chasser, pour aller dans les camps, pour sortir du village où ils se trouvaient. Alors, il y a eu la volonté d'assimiler, de broyer ce peuple, d'enlever à ce peuple les moyens de vie et de survie dans un climat, dans un milieu naturel extrêmement éprouvant, moi je dirais. Ça, c'est mon point de vue. Les Inuits adorent être chez eux, mais moi je trouve ça éprouvant, c'est pas évident. Et il y a depuis, je dirais, 3 décennies, un mouvement pour relancer, pour retrouver, pour réenraciner les Inuits dans la culture qu'ils avaient avant. Est-ce que ça va marcher? Eh bien, il faut l'espérer parce que Mary Simon, par exemple, que j'ai mentionné au début, je l'ai mentionné à Julie peut-être avant qu'on commence, c'est une des personnes que je respecte le plus chez les Inuits. C'est une grande politicienne, a été ambassadrice auprès de la Inuit Circuit Border Conference. Elle vient de George River dans le Grand Nord québécois. Elle m'a dit, votre film, George, montre l'importance du savoir chez les Inuits et va nous aider dans les écoles, dans les collèges, dans les familles, à transmettre ce savoir et à respecter ce que nous avons accompli et ce que nous sommes comme peuple. Je suis pas responsable du résultat, mais j'espère pouvoir projeter le film en Nunavut d'ici quelques mois, puis pas juste une fois, j'espère retourner à Deauville, une petite communauté qui se trouve comme à peu près 2000 km au nord de Winnipeg, sur l'île du roi Guillaume, au Nunavut, et projeter le film et en discuter avec les gens là-bas. Certainement, ils vont se reconnaître dans le film. C'est un enjeu très important, ce que vous évoquez là. Très, très important. Mais je vous remercie en tout cas. Merci, Amaury. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des commentaires? Cécile, est-ce que vous voulez faire des commentaires? Comment est-ce que vous avez trouvé le film? Sinon, je vais me poser quelques. Pauline, il y a quelqu'un qui s'appelle Pauline qui vient de se mettre en ligne. Bonjour, Pauline. Sinon, je peux lire aussi les commentaires qui sont dans le fil de discussion.
Ah, OK. Ah, si vous C'est voulez, pas- Georges. Alors, il y a Joël qui est parti, il fait vraiment très intéressant. Malheureusement, je dois quitter pour une rencontre d'équipe à 12h45. Pour répondre à la question, c'est une collègue de travail qui m'a envoyé le lien et c'est surtout par curiosité et pour mon amour des grands espaces que je me suis intéressée à ce film. Merci et encore une bonne continuation. C'est bien parce Ah, qu'on touche un public qui n'est pas forcément uniquement des chercheurs. Et Ariane oui. aussi, je dois quitter. Un grand merci à Georges. J'ai eu le lien par ma mère qui l'a eu d'un collègue. On voit que ça a été bien diffusé. Je ne Ah fais pas oui. de recherche dans le domaine, mais j'aime beaucoup le plein air, la nature, les voyages et les gens différents et ou d'autres cultures. Je suis contente d'avoir découvert Amundsen, que je ne connaissais pas et qui se démarque vraiment des autres explorateurs. Ravie d'avoir vu un film qui met les Inuits à l'honneur. Enfin, très instructif. Merci beaucoup. Donc, ça a permis de faire découvrir aussi cet explorateur et puis ce qu'il a fait pendant ses expéditions. Alors, Cécile qui met bonsoir, c'est une amie qui m'a envoyé le lien. Elle me connaît bien et sait ma passion à ce sujet. Je suis pour ma part guide d'expédition et je propose des conférences sur les expéditions polaires. Malheureusement, je n'ai pas encore fini de regarder le film. Je lis Je ne pour sais pas vous, Vous si... Cécile. avez Est-ce que vous Cécile m'entendez à là? demain. C'est ça qu'on dit? Julie, Oui, pardon. on va laisser le film sur la vidéo jusqu'à demain, c'est ça? Oui, c'est ça. Jusqu'à demain pour regarder. Oui, Alors, c'est Cécile, est-ce que super. vous voulez intervenir? Que là, je ne vous entends pas. Ah oui, j'ai du mal avec son, je crois que vous ne m'entendez pas. Non, on ne vous entend pas du tout. On voit que vous essayez de Ah, parler. Est-ce Zut. est-ce que vous m'entendez ou vous pas? l'avez dit. Non. Oui, 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 Ah, oui. ah, super. Donc là c'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Ah, c'est juste un peu décalé. Oui, alors du coup, c'est parce que je j'arrivais pas à, je savais pas si ça marchait que j'avais commencé à écrire. Parce qu'effectivement, c'est une amie qui travaille au Muséum d'histoire naturelle à Paris qui m'a envoyé le lien. Puisqu'on est toutes les deux guides polaires sur des bateaux d'expédition avec passagers qui vont donc sur pas mal de destinations qu'a découvert Amundsen. Et donc moi, c'est vrai que c'est de mes héros, hein, pour être très clair. Et du coup, c'est vrai que malheureusement, en ce moment, je suis très prise et j'ai commencé à regarder le film hier soir. Mais j'ai pas pu voir la fin. Et là, j'étais en train de regarder la fin quand je me suis rendu compte que l'horaire, c'était 18h ici et que j'avais raté le début pour la conférence. Donc, du coup, j'ai pas encore tout à fait fini. Mais un peu comme disait Ariane, je crois, c'est vrai que je trouve que c'est très important d'insister sur le fait que Amundsen de lui-même a voulu aller en Arctique, enfin, apprendre tout ce qu'il pouvait des populations autochtones. Et je suis d'ailleurs un peu surprise de ce que disait Georges quand il a fait face aux Norvégiens qui lui disaient qu'il ne pouvait pas dire que c'était les Inuits qui lui avaient appris des choses. Je trouve ça un peu culotté, mais effectivement, d'après en tout cas tout ce que j'ai pu lire, tout ce dont je me rappelle, effectivement, comme il mentionne dans son film, il a dû passer 2 années sûrement difficiles, mais tellement riches que ça devait être parmi ses plus beaux souvenirs d'expédition. Et grâce à ça, il a pu après accomplir tout ce qu'on a pu voir dans le début du film, en tout cas que j'ai pu voir. Et, et c'est vrai que je trouve que c'est de nos jours, ça commence à être un peu plus abordé, mais c'est vrai que dans tout ce que j'avais lu jusqu'à maintenant, c'était abordé, mais pas suffisamment, je trouve. Donc c'est vrai que, comme j'ai dit, bon, j'ai pas encore fini, mais c'est vrai que c'est super. J'aime beaucoup, en tout cas, la partie où on voit les Inuits aujourd'hui encore faire l'igloo et puis imaginer comment ça devait être compliqué et combien de temps a pu mettre Amundsen avant de pouvoir faire le sien. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup le début du film et j'ai hâte de voir la fin. Et du coup, j'avais juste une question. Il est valable jusqu'à ce soir? euh, Ça donne jusqu'à demain matin, mais heure du Québec. Ouais, normalement, je vais essayer de le regarder la fin ce soir. Enfin, pour moi, ce soir. Donc, ça devrait être bon. Mais du coup, j'ai aussi raté le début de la conférence, malheureusement. Mais en tout cas, donc c'est un très beau sujet de toute façon. C'est pareil, je ne peux pas concevoir qu'on dise que c'est un sujet qui manque d'intérêt et qui est très bien traité. Donc, merci beaucoup, Georges. Merci, Cécile. Je voulais juste ajouter quelque chose. Quand on parle des Inuits,
il y a une scène dont je suis particulièrement fier parce que je sais à quel point ça m'a coûté en souffrance. C'est une scène où je montre George Kodana, l'arrière-petit-fils de Goliath, en train de faire du traîneau à chien. Ce jour-là, si vous vous souvenez, dans le film, le soleil est très bas à l'horizon. C'était au début du mois de février. Il faisait, on peut pas dire un froid de canard, comme on dirait en France. C'était pas un froid de canard. Le facteur éolien était de moins 68 degrés Celsius. Sympa. Et moi, en termes de... J'ai fait toute la photo moi-même, à part quelques petites scènes ici, là où par exemple, j'ai demandé au premier officier sur le grand voilier de monter en haut du Grand Mât pour filmer des scènes de la mer, des vagues et tout ça. À quelques exceptions près, c'est moi qui ai tout pris la photo là-dedans. Et le problème quand il fait un froid comme ça, c'est qu'on a besoin de faire des réglages. On ne peut pas se fier à ce qu'on appelle en anglais l'autofocus, c'est-à-dire à régler automatiquement la distance avec sa caméra. On ne peut pas faire ça parce que déjà le froid joue sur la caméra et ensuite, s'il y a moindrement des petits flocons qui passent devant la lentille, ça va changer le focus de la caméra. Alors, je devais enlever mes gants occasionnellement pour faire des réglages. Et wow, j'ai jamais eu froid comme ça. Et en fait, j'ai dit à George Kodana, qui m'accompagnait, on était parti loin sur la banquise, loin du village. J'ai dit, George, mais je disais en fait, je disais pas George, je disais, je parlais comme ça parce que j'avais tellement froid, j'avais une cagoule, j'avais toutes sortes d'épaisseurs d'habits. Je disais, ma caméra est en train de geler. Puis il y avait comme un écran de plasme qui commençait à ralentir et puis c'était comme je voyais la fin de la caméra arriver à grands pas. Je me suis dit, je vais perdre la caméra. Heureusement que j'ai mis comme une micro-cassette à haute définition dedans, parce que comme ça, je peux sortir la cassette, la mettre dans ma poche et peut-être sauver le tournage qu'on a fait ce matin. J'ai réussi à sortir la cassette, j'ai glissé une autre cassette dedans, la caméra est morte peu de temps après. Et je ne sais pas comment j'ai survécu, mais j'ai eu des engelures tellement graves ce jour-là que mes doigts sont devenus comme des baguettes chinoises. Et mon médecin à Montréal, une fois que j'étais rentré à la maison, m'a dit, tu fais plus jamais ça, tu vas perdre tous tes doigts si tu refais ce coup-là. Et en fait, j'aime beaucoup jouer au piano. Si vous écoutez le film, vous allez entendre du piano, de l'orgue un peu. C'est moi qui te fais ça. J'aime beaucoup faire du piano, mais je ne pouvais pas jouer au piano pendant 3 semaines après. Mais j'arrivais pas à plier mes doigts. Mais la scène comme telle est merveilleuse. On sait que les Inuits ont une beaucoup plus grande résistance au froid que des gens d'origine européenne comme moi-même. Ils ont apparemment dans leur génétique un gène qui correspond qui leur confère une plus grande résistance au froid. On sait parce qu'il y a une étude qui a été faite au Groenland il y a quelques années. Et en fait, les Inuits groenlandais sont du même peuple, ils ont le même profil génétique que les Inuits canadiens. Mais en même temps, les Inuits sont hardis. Ils sont des gens bien adaptés mentalement, psychologiquement pour ce grand froid que moi j'ai trouvé stressant. Et George se moquait gentiment de moi. Ça m'est souvent arrivé chez les Inuits qu'on se moque parce qu'ils utilisent beaucoup l'humour pour transmettre leurs opinions. Il disait, mais qu'est-ce que tu as? Mais écoute, c'est pas la peine de rentrer à la maison, me demander de retourner au village. On a plein de choses à faire encore. Pourquoi est-ce que tu restes avec moi? J'ai dit, oh, ma caméra vient de mourir, je peux plus rien tourner. Mais je ne sais pas combien de temps on est resté, peut-être 1 heure ou 2. Mais dans ce froid-là, j'ai jamais eu froid comme ça de ma vie. Et
ça m'a aidé à comprendre l'importance d'être bien habillé pour Amundsen et pour Scott, évidemment. Scott, quand il a fait sa marche vers le pôle sud, était habillé essentiellement en laine et il vantait les mérites de la laine britannique qui lui considérait le meilleur matériel possible pour l'habillement, alors qu'Amundsen était habillé en fourrure. Et d'ailleurs, quand j'étais à Joe Haven et quelqu'un a proposé de me sortir du village pour faire un tour de skidoo d'environ 10 heures à la recherche de bœuf musqué, que d'ailleurs on n'a jamais trouvé, on a juste trouvé les crottes de bœuf musqué. Le GRC est intervenu pour me dire il n'y a pas question que vous sortiez de notre village habillé comme vous êtes avec vos habits de neige de Montréal. Ça ne marche pas. On va vous louer, on ne va pas vous donner, vous prêter, on va vous louer un équipement complet. Donc, j'étais habillé en parka de fourrure de caribou et puis des pantalons de peau de phoque, puis tout le qui est probablement des pantalons de peau de chien avec des bottes de peau de phoque. J'étais très, très bien habillé. Malheureusement, j'ai fait une commotion ce jour-là et en fait, il n'y a rien à filmer. Mais quelque part, en faisant le film, je me suis dit, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut quitter le fauteuil. Il faut quitter même l'académie pour faire un film dans les terres polaires, sur la mer polaire, sortir de chez soi. Et quelque part, j'ai voulu, à ma façon, être témoin oculaire de ce qui se passait. J'y étais obligé parce que quand on tourne un film, il faut tout montrer. C'est la caméra qui guide. Et tout dépend évidemment des possibilités de tournage, du vent, de la chaleur ou du froid, du mouvement, de l'instabilité, des dangers, des risques. Mais c'est pour ça que le film a tellement de scènes d'extérieur. Certaines fois, je riais en mon fort intérieur parce que j'étais à quatre pattes sur la banquise en filmant des scènes où on voit le vent hurler, s'avancer à, je sais pas, à 60 nœuds, juste à côté de la caméra, pour donner comme une impression de froid extrême et de désolation. Et j'étais à quatre pattes dessus, puis j'avais un trépied ultra léger, ce qui est très commode quand on veut faire une randonnée dans les montagnes, par exemple. Mais c'est pas très commode quand il y a du vent comme ça. Et je devais me servir de blocs de glace et à l'occasion même faire des monticules de blocs de glace pour garder la stabilité de la caméra pour pouvoir tourner ces scènes-là. Et ça m'a demandé d'innover des fois et j'espère que le résultat final vous a plu, en tout cas. Merci, George. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Pauline qui n'a pas parlé, mais ce n'est pas une obligation. Je pourrais ajouter quelque chose, c'est que même si Cécile n'a pas encore vu le film jusqu'à la fin, dans la dernière partie du film, il y a la découverte que Amundsen a vécu des liens très importants avec les Tchouktches de la Sibérie et notamment il a adopté une petite fille Kakonita dont j'ai réussi à trouver la fille, donc la petite fille par adoption d'Amundsen. Je l'ai trouvée au Mexique par un pur hasard. C'était comme une série de circonstances, de coïncidences incroyables. Je suis allé au Mexique la retrouver là-bas, la rencontrer et j'ai décidé que pour le film, ce serait vraiment intéressant d'organiser une rencontre entre elle-même et Anne-Christine Amundsen, la petite nièce de Roald Amundsen, qui est venue de la Norvège jusqu'au Québec pour la rencontre. Et
En fait, c'est une des scènes pour moi les plus émouvantes du film parce que Gloria, la petite fille de Amundsen par adoption, tout en étant Tchouktch, donc autochtone, a eu de la reconnaissance. Cette histoire, l'histoire de sa mère, a souvent été considérée parfaitement marginale et sans aucune importance. Et je lui ai donné en main propre la copie du New York Times disant que Amundsen avait légalement adopté sa mère, ce qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. C'était toujours resté comme une histoire comme ça. On n'était jamais allé jusqu'au bout pour raconter avec détail, avec des documents. Et en fait, en rencontrant un membre de la famille Amundsen, Anne-Christine Amundsen, elle se sentit appréciée. Et c'était tout un événement pour elle dans sa vie. Mais aussi, dans le film, c'est quand même intéressant parce que ça montre le rapprochement, la réconciliation des peuples. Il y a eu beaucoup de réconciliation entre les personnages dans le film. Les personnes que j'ai interviewées, je ne vous donne pas tous les détails, mais j'ai réussi à organiser des rencontres entre différentes personnes. Et c'était, par exemple, des familles qui ne s'étaient pas parlé depuis 50 ou 60 ans. Et en fait, c'est Gloria, la petite fille par adoption Tchouktch d'Amundsen, qui a le dernier mot dans le film. C'est elle qui a la chance d'articuler ce qu'elle trouve l'importance, l'originalité de son grand-père adoptif. Et je laisse Cécilia le soin de regarder le film jusqu'au bout pour voir ce que c'est. C'est un message important que Gloria livre à la fin du film. Ah, j'ai hâte maintenant. Mais oui, pas le choix maintenant. Ah non, moi, de toute façon, c'était pas une option de ne pas voir la fin. Mais effectivement, c'est parce que c'est pareil, c'est une partie pas très connue de la vie d'Amundsen, mais encore une fois, c'est une partie qui touche les populations autochtones. Donc j'imagine que vous aussi, vous devez être fiers quand même d'avoir fait ce lien. Oui, mais aussi dans le film, je voulais faire tout mon possible pour montrer l'importance des femmes. Ah oui. Et quelques-uns des personnages les plus importants dans le film sont des femmes. Mm-hmm. Et j'ai aussi évoqué les relations de certains explorateurs avec les femmes, avec des femmes. Et si on pense par exemple à Kuliuk, dont l'arrière-petite-fille Frida a accepté de jouer le rôle de... Elle m'a dit à quel point elle était fière de représenter sa propre arrière-grand-mère Kuliuk dans le film. Et on la voit, c'est une très, très belle jeune femme. Elle avait un bébé dans son mamouti, dans le capuchon de son mamouti. Puis on la voit tourner en rond un peu comme ça, c'est trop beau. Mais aussi Anne-Christine Amundsen, Gloria Corbould, la petite fille par adoption d'Amundsen, et Alexandra Shackleton, la petite fille de Ernest Shackleton. Quand même des femmes qui ont un rôle important dans le film. Puis je trouve que quelque part aussi, les femmes ont longtemps été exclues de récits d'exploration, comme si être explorateur demandait qu'on soit avant tout un homme viril avec les notions prétentieuses de masculinité à l'époque victorienne, de ce qu'on appelait le christianisme musclé, vigoureux, tout un monde d'hommes. Et en fait, il n'y a pas de raison que les femmes n'explorent pas à leur tour. Et dans l'apprentissage chez les Inuits, les femmes jouent un rôle extrêmement important. C'est évident dans toutes les cultures du monde. Mais Amundsen a dû apprendre directement des femmes aussi bien que des hommes. Voilà, est-ce que c'est votre message par rapport à ce que vous vouliez faire passer dans le film aussi, justement, cette histoire occultée à la fois des femmes, des Inuits, en tout cas de leur importance pour l'exploration polaire? Mais je vais vous dire, au début, quand j'étais journaliste dans les années 80-90, souvent, j'essayais de donner une voix aux sans-voix.
j'ai interviewé peut-être 10 000 personnes, dont d'archi-milliardaires, des premiers ministres, des secrétaires d'État aux États-Unis, des gens très, très puissants, membres du gouvernement britannique, etc. Toutes sortes de monde. Mais ce qui me plaisait le plus, et ce que je trouvais le plus original, c'était de livrer des témoignages au grand public de personnes qui n'auraient jamais eu accès aux médias autrement et de les aider à partager leur vécu. Et ça veut dire aussi bien quand on traite des droits de la personne, que de la justice fondamentale, que de l'environnement, que de la santé. Souvent, il y a des voix qui sont occultées et on n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui ces gens-là ont été marginalisés. Et dans le film, l'Institut norvégien du cinéma m'a dit « On est très heureux de voir que vous avez réussi à identifier tous ces liens et le contexte d'amitié entre Amundsen et les Inuits, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Mais une fois qu'on l'a fait, on est comme « Wow! Comment ça se fait que ça ait pris un siècle et un peu plus pour enfin établir des choses tellement élémentaires? » Quand on lit les récits d'exploration de Scott, qui était comme, je dirais pas l'adversaire d'Amundsen, mais un grand rival, il est souvent dans la négation. Il dit, je veux un équipage avant tout d'Anglais, formé d'Anglais, de personnes avec la même culture que moi. Bon, ça c'est déjà la pensée insulaire, la pensée du groupe. Mais il a dit, j'aurais pu demander à des Canadiens ou des Terre-Neuviens, à l'époque, la Terre-Neuve était encore une colonie de la couronne et non pas une province canadienne. J'aurais pu demander aux Canadiens, à des Terre-Neuviens de se joindre à notre équipe et partir avec parce que c'est des gens qui ont beaucoup de connaissances des glaces et des neiges. Mais j'ai décidé qu'il n'y a rien de mieux que des Anglais. Bon. J'aurais pu demander comment est-ce qu'on s'habille chez les Inuits, parce qu'ils ont des habits de fourrure et sûrement pour le froid, c'est quelque chose qui leur a servi pendant des millénaires et pourquoi pas faire comme eux. Mais j'ai décidé qu'il n'y a rien de meilleur que notre bonne laine britannique. Bon, quand on pense qu'il avait comme un début d'accès à l'information qui contredisait ses propres notions, ses idées, sinon ses préjugés, mais qui les rejetait pour justifier qu'on continue à faire comme on a toujours fait, comme si aller au pôle Sud, c'était comme partir en randonnée dans le pays de Galles et jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Je veux dire, on voit à quel point dans l'histoire de l'exploration, des vérités très simples et des peuples ont été occultés, comme vous dites. Et j'ai voulu, en faisant le film, offrir une vision beaucoup plus réaliste et fondée dans des témoignages véridiques de gens qui s'y connaissent. Et c'est pour ça que j'ai fait le film comme le film que vous venez de voir. Merci, George. La conférence touche à sa fin, mais je voulais connaître vos perspectives pour la suite, soit la suite du film ou soit dans la suite de vos projets. Ben, j'aime beaucoup la recherche. Je suis historien, j'ai fait une biographie. En fait, j'ai fait 2 biographies déjà qui ont été bien reçues par le public. Le film comme tel, j'ai une campagne de marketing qui est bien lancée et vous en faites partie. Faire un film, c'est pas comme écrire un article pour Le Monde ou Le Devoir ou The New York Times. On doit aller sur place, on doit travailler avec des gens, gagner leur confiance,
il faut être très authentique avec les gens. Il ne faut jamais trahir leur confiance. Il ne faut pas chercher à manipuler les gens ni à les exploiter. Même dans les scènes où je montre des enfants jouer dans la toundra, j'ai dû faire signer des autorisations pour pouvoir utiliser leur image dans mon film, faire signer par leurs parents. Et il faut être très, très vigilant de ne jamais les exploiter. Quand on fait un film, ça coûte tellement cher normalement que la télévision prévoit tout à l'avance. Et donc, les gens, quand ils font une production de télévision, ils doivent tout scénariser à l'avance. Et même au point de dire, de dicter aux intervenants, aux interviewés, quoi dire pendant les entrevues. Ça veut dire que les gens savent ce qu'ils cherchent avant de commencer, comme si c'était une fiction. Moi, j'ai fait des choses autrement. J'ai laissé l'histoire se raconter par elle-même. J'ai fait beaucoup de découvertes en cours de route. Et si j'ai produit, réalisé, fait la recherche, filmé, fait la narration, fait une bonne partie de la musique, c'est parce que je n'avais pas les moyens de payer tout ce monde-là. Mais en fait, le produit final est un produit, si vous voulez, artisanal et j'espère de bonne qualité, mais qui change la façon de voir et qui offre aux spectateurs une vision nouvelle qui leur permet de mieux vivre et d'apprécier davantage la coexistence des peuples et l'échange du savoir qui est quand même, comme on s'intéresse tous à la science, il faut quelque part accepter que l'échange de connaissances scientifiques est primordial et ça inclut quand même la connaissance ancestrale qui d'après moi, est une forme de science. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ce partage et puis nous avoir montré d'autres aspects autour du film, aussi bien techniques que humains. En tout cas, on voit que c'était très, très important. Oui, ben, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, Julie. Et Amaury, Cécile, Pauline et Joël et Ariane. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci et puis, beaucoup merci à vous d'avoir participé. On est de 3 pays différents, là, déjà. Je ne sais pas si c'est possible, mais au cas où, parce qu'effectivement, on n'a pas le temps de tout discuter pendant une conférence, mais s'il y a possibilité d'avoir un moyen de vous contacter, Georges, par la suite peut-être, je pense que Julie, vous avez les adresses email. Si ça vous convient hein, de pouvoir échanger par la suite, j'en serais ravie. Ah, si vous voulez échanger avec moi, c'est ça la question, je n'entends pas très bien. Il n'y a pas de problème, je peux vous transmettre mes coordonnées, mais la projection comme telle est prévue avant tout pour l'Université du Québec à Rimouski. Et donc, je vous demanderai de ne pas trop partager au-delà Oh non, non, non. de me mettre. Non, je pense que c'est juste partager son adresse, votre adresse courriel, comme ça pour discuter, c'est plutôt ça, plutôt un partage de coordonnées. Ça me ferait plaisir. Oui, c'est ça. Quand vous aimez tellement le personnage Amundsen, alors... J'aime beaucoup Amundsen et j'aime beaucoup les régions polaires en général. Oui, oui. Donc Cécile, envoyez-moi un petit message sur l'adresse parce que je n'ai pas votre nom de famille pour vous retrouver. D'accord, oui, je l'ai, oui, j'ai votre adresse, Julie Morin. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut couper cette partie de notre discussion de la conférence Zoom que vous mettez.